Vous écoutez Les Ardosiens, on espère que tout va bien. Saison 1, épisode 4, Le vieil homme et la mer, d'Ernest Hemingway. En compagnie de Lino, Bonsoir tout le monde. Ray, Bonsoir. et moi-même, Bob, pour vous servir. Lino, à toi. Alors donc, comme disait Bob, aujourd'hui on va vous parler du vieil homme et la mer. Mais donc, petite présentation rapide du bouquin. Alors, le vieil homme et la mer raconte l'histoire de Santiago, un vieux pêcheur cubain qui est malchanceux depuis un certain nombre de jours. Depuis 84 jours très exactement, il n'a plus pêché de poisson. Il a la poisse. Et le petit compagnon qu'il avait, il y a un petit garçon Manolin qui l'accompagnait pour pêcher, qui est en train de le former. Son petit compagnon ne vient plus pêcher avec lui puisque les parents de ce petit garçon estiment que le vieil homme est trop malchanceux et qu'il ne faut plus que le petit aille pêcher avec lui. Et du coup, sa situation financière s'aggrave. C'est pas terrible, et il décide de partir à la pêche comme d'habitude. Et ce jour-là, il a beaucoup de chance, il accroche un énorme espadon, même un marlin précisément, qu'il va traquer et combattre pendant 3 jours et 2 nuits. Il s'agit d'un combat, un véritable combat, un beau combat au milieu de l'océan et de la nature. Voilà en gros la tonalité du livre, petit résumé. Après, comme d'habitude, on va certainement spoiler, on va aller plus en profondeur de ce livre. Sachez dans tous les cas que le spoil est pas si grave, vraiment pas grave pour ce livre. C'est vraiment un livre qui se vit et qui se lit. Pour n'importe quel livre, on va dire que le divulgachage n'est pas si grave que ça, quoi. C'est pas comme une série ou un film où... Oui, mais là en particulier, là c'est particulièrement pas grave, je trouve. Enfin, c'est vraiment indolore. C'est une expérience personnelle en fait. Bien sûr. Et donc, nous avons tous lu ce livre, et pour nous le remettre à l'esprit, on vient de regarder le petit film d'animation qui est sorti sur le vieil homme et la mer, un film d'animation de... Je me souviens plus l'auteur, qui est sorti en 2000, qui a reçu l'Oscar du meilleur film d'animation. Alexandre Petrov. Alexandre Petrov, je crois que c'est ça. Allez le voir, c'est un film qui est très beau, très court, il dure 20 minutes. C'est un film qui est basé sur des peintures à l'huile. Film d'animation basé sur des peintures à l'huile, c'est extrêmement beau, c'est assez fidèle, c'est vraiment, allez-y. Ouais, c'est ça, en plus d'avoir lu ce livre... Comme a dit, c'est Alexandre Petrov, en 99, donc, qui nous propose ce film d'animation, mais il travaille avec plusieurs personnes. Hein. Oui, c'est un film international, en fait. Voilà, c'est un film canadien, japonais et russe. Donc, vous pouvez aller voir ce film. Donc là, on vient juste de le revoir pour se remettre un petit peu dans l'esprit du vieil homme et la mer. Et donc, alors, avant toute chose, qu'avez-vous pensé de ce livre? L'avez-vous aimé Bob? Ah oui, complètement. Et c'était une grosse claque de fraîcheur. Ce livre, quand on suit Santiago, justement, du début jusqu'à la fin... Ouais, le héros s'appelle Santiago, le vieil homme. Le fameux pêcheur qui n'a plus de chance, qui a la guigne. Et il est vraiment seul face à l'étendue maritime. Et malgré ce combat qui paraît dur, c'est très très frais, c'est très large, ça nous donne envie de le suivre et de se dépasser. J'ai beaucoup aimé, et puis ce rapport qu'il a aussi à la vie, à ce petit garçon à qui il a tout appris en fait, du métier de pêcheur depuis que le môme a 5 ans. Ouais. C'est ça. C'est vraiment une belle leçon de vie. Et c'est pour ça que ce livre, ça ne m'étonne pas du tout que ce soit un classique en fait, et qui est intemporel. Oui, c'est un classique parmi les classiques, ça on a oublié de le dire, c'est un livre intemporel. C'est notamment ce livre-là qui a contribué au fait que Ernest Hemingway, son auteur, ait reçu le prix Nobel de littérature. Donc là on est vraiment dans la très belle littérature mondiale, et notamment américaine pour le coup. Et donc toi, Ray, qu'as-tu pensé de ce livre ? Écoutez, j'ai beaucoup aimé. Bon, la réponse est plutôt basique. Oui, j'ai beaucoup aimé dans le sens où, en fait,
On est sur une œuvre qui est très simple, qui est très courte, qui va à l'essentiel. 120 pages à peu près. Voilà, qui va à l'essentiel. Après, qui parle de choses simples, mais ça veut pas dire que c'est simple. Les choses peuvent être racontées simplement, mais être bien racontées en fait. C'est simple. Avec beaucoup de beauté. C'est simple, mais pas simpliste. Voilà, ouais, c'est ça. Et c'est vrai. donc oui, je suis assez d'accord. Lino, ouais. Quant à moi, je suis assez d'accord avec vous. Voilà, c'est une œuvre très belle, simple, mais pas simpliste, qui raconte beaucoup de choses sur l'homme, la nature humaine, l'homme dans la nature, face à la nature. Et c'est un livre qui est plein de valeurs et qui est d'une très grande beauté. Oui, comme tu dis, c'est vraiment la recherche de notre place dans cette nature sauvage, en fait. Et on a tendance à oublier qu'on en fait totalement partie, et ce livre nous le rappelle. Nous rappelle. D'ailleurs, ça va être un des thèmes de notre émission. Ray ? Moi, je voulais poser une question à propos de ça. Quelles ont été vos expériences pour découvrir cette œuvre en fait? Ben voilà, c'était la question qui allait venir. Comment Ah. avez-vous connu? Ah, d'accord, ok. Ça, c'est la fameuse question Alors là, traditionnelle. On est synchro là, hein. Voilà. Attention. C'est la fameuse question traditionnelle à chaque émission, sur chaque œuvre culturelle, on demande toujours comment l'avez-vous connu. Ben non, Bob, comment as-tu connu ce livre? Et ben c'est toi qui me l'as fait découvrir, Lino, qui nous a proposé en fait cet exercice, j'allais dire, de lecture, en fait, ce voyage, cette belle lecture. Et puis, je l'ai découvert par toi, par ton invitation à présenter ce livre. Et tu nous avais dit que tu l'avais lu il y a très très longtemps. Ah oui, spoil pas, moi je vais raconter mon histoire. Oui, mais tu nous avais dit que tu l'avais déjà lu Je le connaissais déjà. dans ta tendre enfance. Et voilà, tu nous as partagé cette envie d'explorer et de présenter ce livre. Et je t'en remercie parce que c'est une très belle découverte. Donc voilà, vu qu'on parle de moi, donc effectivement, moi ce livre, je l'ai lu quand j'étais petit. Alors je sais plus en quelle classe j'étais, je devais être en 6e, c'était 6e ou 5e, c'était au collège, et c'était en français, et la prof nous imposait de lire un livre et d'en faire un résumé. C'était un livre de notre choix. Et moi, je n'avais pas spécialement d'idée, j'étais jeune, j'aimais pas spécialement lire, et du coup, je suis allé voir mes parents, et mon père notamment, et je leur disais « Oh, j'ai la flemme de lire, ça m'ennuie, et je sais pas quoi lire. » Et c'est mon père qui m'a dit « Tu devrais lire Le vieil homme et la mer. C'est un livre qui est assez court, donc ça te gênera pas. C'est à la fois aussi un très beau livre, donc c'est un livre sérieux, tu passeras pas pour un guignol, tu vas pas lire... l'histoire d'une BD ou l'histoire de Bambi, ça c'est un vrai livre. Et donc j'ai lu ce bouquin, et pour tout vous dire, j'avais pas tellement aimé la première fois que je l'ai lu, parce que c'est un livre qui est quand même plein de sensibilité, et quand t'es un jeune gamin de 10-11 ans, il y a beaucoup de choses qui t'échappent. Je me souviens, le résumé que j'avais fait, c'était quelque chose du genre, oui, c'est un vieil homme qui va pêcher, qui ramène un poisson, et voilà, ça se résumait à ça dans mon esprit, donc c'était pas grand chose. Et puis le temps passant, cette œuvre m'est un peu revenue à l'esprit, et au fur et à mesure, je me suis un peu rendu compte de la beauté de ce combat. Et justement, pour l'émission, on cherche des œuvres, on cherche des œuvres à vous proposer qui ont des valeurs, qui ont quelque chose de positif à apporter, et ce livre m'est revenu à l'esprit, et donc je l'ai relu à l'occasion de cette émission, et c'était encore mieux que ce que je m'étais imaginé. C'est vraiment une œuvre superbe. Je suis très heureux de l'avoir relu, et encore plus heureux de savoir que ça vous ait plu à tous les trois, et j'espère que cette émission vous donnera envie de le lire. C'est vrai que c'est comme tu parles de valeurs et de ce qu'on essaye de partager avec vous, ce livre-là, dans toute sa beauté littéraire, il transmet effectivement les valeurs qui, nous trois, nous transportent, et que l'on aime vivre, que l'on aimerait atteindre, et que l'on a envie de partager avec vous. Et donc toi, Ray, comment as-tu connu ce livre? En fait, c'est grosso modo, c'est toi qui m'en avais parlé. Après, dans le passé, oui, j'entendais parler de ce livre, effectivement, parce que
C'est un livre ouais, qui est plutôt connu, donc bah, j'en entendais souvent parler, j'en avais souvent écho. Et puis en fait ben, comment j'ai eu accès à cette œuvre? Donc bah moi je suis un petit filou par rapport Le pirate. aux deux autres intervenants. Non, bah, je suis allé sur YouTube et il se trouve que sur YouTube, ben moi je vous invite à le faire. Par contre, essayez si vous cherchez des livres audio. Voilà, sur YouTube, de trouver un comédien ou une comédienne, quelqu'un qui sait bien interpréter le texte. Parce que tu l'as lu en livre audio, du coup. Voilà, je l'ai écouté en livre audio, j'avais de la route à faire, donc le livre audio fait 1h09 et 47 secondes, donc... Je suis très étonné, moi j'ai mis beaucoup plus de temps que 1h09 à lire ce bouquin. Ce qui permet en fait de lire au volant. Oui. Ouais, non, mais d'écouter, voilà, tu sais, t'as une route, t'es en ligne droite, bon, t'as pas trop à réfléchir, bien, ouais. voilà. C'est excellent. Donc... Si jamais ça vous intéresse, c'est la chaîne YouTube du lycée de Notre-Dame de Sion. C'est le spectacle piano littéraire Le vieil homme et la mer, conçu et interprété par Marie-Christine Barrault et Franck Sioup au piano. C'est vrai qu'on rigole un petit peu du livre audio, mais honnêtement, faut pas avoir honte. Si vous avez du mal à lire ou beaucoup de temps à perdre dans la voiture, c'est une très bonne solution. Bah oui, complètement. Ouais. Franchement, allez-y, n'hésitez pas. Et comme disait Ray, ça apporte quelque chose en plus. C'est vraiment entre le livre et la radio et le cinéma. Et ouais, moi je pense que c'est vraiment, comme je le répète, c'est le comédien qui va vraiment mettre du corps oui, le comédien, au texte. Parce qu'en fait, si vous vous renseignez, si vous allez regarder les livres audio sur YouTube, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui vont prendre, je sais pas, un livre comme Garia, et qui vont lire au-dessus, mais ils vont pas avoir la tonalité du comédien, et ce sera pas pareil. La narration et le fait de compter est un art. Et en plus, si vous allez sur certaines applications, la grosse application de livre audio c'est Audible. Il y a même, c'est même conçu dans des studios d'enregistrement, donc il y a des sons, il y a des ambiances. Sur c'est Audible, vraiment il y a de très bonne qualité. Voilà, c'est ça. C'est vraiment quelque chose de particulier, en tout cas. Cette émission n'est pas sponsorisée, je tiens à le dire. Personnellement, j'ai lu très peu de livres audio, mais j'en ai un qui m'a marqué, c'était Dr Jekyll et Mr Hyde. Et je me souviens que le comédien, il changeait de voix en fonction du personnage du Dr Jekyll ou de Mr Hyde, et ça m'avait beaucoup marqué. Et juste petite anecdote aussi, par rapport à ce que je vous disais, le fait que j'ai lu ce bouquin quand j'étais jeune, que j'avais 11 ans, et ben je l'ai relu sur ce bouquin, le même bouquin que j'ai retrouvé, là que j'ai mon vieux livre de 6e, 5e avec moi. Excellent. Voilà. Et donc, on va passer à la présentation de l'auteur. Donc, l'auteur, c'est Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, vous le connaissez sûrement, puisque c'est un des auteurs américains les plus connus du siècle dernier. C'est un des représentants de la génération perdue. La génération perdue, c'est les auteurs américains comme Fitzgerald, Ezra Pound, qui, entre deux guerres, se sont tous retrouvés à Paris. Et qui, le thème un peu de ces écrivains, c'est la perte du sacré dans l'Amérique face à l'arrivée de la modernité. D'accord. C'est un de leurs thèmes. Ah donc c'est des conservateurs un peu. Ah mais dans l'idée... C'est... Dans l'idée de la tradition. C'est un peu des romantiques, alors Ouais. Enfin, c'est un peu transcourant, tu vois, par exemple, t'as un mec comme, Ezra Pound, qui est carrément parti dans le fascisme. D'accord. Lui, c'était un idéologue fasciste de l'Italie fasciste, vraiment. Et lui, Ernest Hemingway, lui, par exemple, il a été, on va en parler, mais il a été reporter de guerre. Au début, oui. Pendant la guerre d'Espagne, il a fait partie des brigades internationales qui luttaient contre le fascisme de Franco, donc ça... Mais chacun a pris sa route. Oui. Voilà. Et donc, Ernest Hemingway, c'était vraiment une très grande star de la littérature. C'était peut-être la plus grande star de la littérature mondiale de 100 ans, puisque c'était un personnage à part. Voilà, déjà, comme on le disait, il a participé à des guerres, pour être exact, il a participé à 3 guerres. Il a fait la Première Guerre mondiale, la guerre d'Espagne, où il était reporter de guerre, et
il a fait la Deuxième Guerre mondiale, où il a fait le débarquement de Normandie à Omaha Beach. Donc voilà, c'est pour vous placer l'auteur, c'est autre chose que du Yann Moix, du Célestin Angot, c'est quelqu'un qui met sa peau sur sa table et qui va au front réellement. C'est quelqu'un d'impliqué. Voilà, d'impliqué et d'important. Donc c'est un écrivain soldat. Il a été donc reporter de guerre, comme je le disais, et c'est ça qui l'a fait connaître. Et à partir de là, ancien soldat, reporter de guerre, il s'est fait tout un storytelling qui en a fait de lui une star. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que ce storytelling, c'était aussi quelqu'un qui, dans son être et dans ses goûts, était vraiment un homme, un vrai à l'ancienne. On peut dire que c'est le mâle alpha, littéralement, de la littérature. Comme je vous disais, c'était un ancien soldat, mais c'était aussi un homme à l'ancienne qui faisait des safaris. Il partait chasser le lion, le rhinocéros en Afrique avec son fusil. Il doit avoir une sacrée déco dans son salon, le mec. Oui, bah oui, en plus ça, oui, j'avais vu des reportages, des trucs où il parlait de ça, effectivement des trophées de chasse qu'il avait. Grand fan de pêche avec spadon notamment, au marlin, donc des pêches assez physiques, assez costauds. Également aussi un grand fan de corrida, il a écrit des textes sur la corrida, il défendait la corrida, et c'était quelqu'un qui était passionné d'Europe, d'Espagne et de France. Donc voilà, quelqu'un qui dans ses goûts a vraiment... qui est vraiment le mâle alpha. Proche de ses racines, et même explorateur au-delà, quoi. Il est... Même un Américain... à la base, c'est un Européen expatrié, alors... oui, un explorateur. Quand il est revenu en Europe, ça a dû résonner dans son être et le pousser à devenir ce qu'il est, ce qu'il a été, quoi. Et alors, bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas lu tous les livres de Ernest Hemingway, c'est même le seul que j'ai lu. Mais j'ai regardé, du coup, pour cette émission, je me suis renseigné, je me suis documenté. Et c'est quelqu'un qui a pour thème principal, c'est la relation entre la vie et la mort. Et tu le vois dans toute son œuvre, justement. Il est obsédé par la fin de la vie. Oui. Voilà, c'est le combat pour la vie, le combat face à la mort. Tout ça, ça l'a fasciné. Et ça, on le voit à travers des combats de soldats. Même la corrida. La corrida, c'est un homme qui affronte la mort et qui donne la mort au taureau. Oui, il y avait un côté borderline où il se demandait comment remplir toute cette vie. Ne jamais avoir de temps mort, en fait. Voilà, et il était fasciné par tout ça. Et c'est quelqu'un qui a fini par, avant toute chose aussi, il a eu le prix Nobel de littérature, comme je le disais, en 1954, c'est-à-dire 2 ans après Le vieil homme et la mer, qui est sorti en 52. Il a également eu le prix Pulitzer. C'est ça. Donc c'est... un an avant, ouais. Ouais, 1 an ou 2 ans avant, je sais plus. Donc c'est un grand écrivain qui s'est suicidé, par contre. Il s'est tiré une balle dans la tête. En 61, après ce dernier livre... Oui, après avoir eu le prix Nobel de littérature, il n'a plus été capable d'écrire. Ouais. Il a eu le syndrome de la page blanche. Voilà. Entièrement, ouais. Après, j'ai pas creusé sur les raisons de son suicide, mais... Il y a un témoin de cet après, qui est son cuisinier, le cuisinier personnel Gregorio Fuentes, qui a accompagné Ernest Hemingway pendant plus de 20 ans. Et donc, lui témoigne un peu de l'après prix Nobel, l'après Pulitzer, et où il dit que dans leur échange, parce que bon, ils sont devenus amis par la suite, bien sûr, de leur relation, et il nous explique qu'il a toujours dit qu'après avoir il a toujours senti qu'après les grandes récompenses qui seraient comme ça à faune de création, qui ne pourrait plus rien donner, et comme une malédiction qui s'était un peu lui-même jetée, on va dire, c'est ce qui lui est arrivé. Et puis il y a eu un grand chamboulement. Lui qui aimait la vie simple au quotidien, côtoyait le peuple, etc., malgré sa notoriété, le cuisinier nous raconte en fait que beaucoup de personnes venaient, des fans, des journalistes et autres piques-assiettes, le déranger dans son quotidien, ce qui l'a un peu désœuvré et mené à une sorte de dépression lourde et vers l'alcoolisme. Ah oui, non, aussi oublié de préciser, c'est quelqu'un qui avait une relation spéciale avec l'alcool. Il y a des cocktails qui portent son nom. C'est quelqu'un qui a beaucoup de bars, qui s'appelle le Hemingway, qui font référence à cet homme-là. Donc, et c'était aussi un homme qui avait beaucoup de succès vis-à-vis des femmes. Donc, c'est intéressant de noter ça. Et
Et donc, on va parler du style du bouquin, rapidement. Comme on vous disait, il n'y a pas 1 milliard de choses à dire, c'est un bouquin qui est un style très simple, très descriptif, mais à la fois avec quelques envolées, très beau. Ouais. C'est pas... le style n'est pas surtravaillé, c'est clair et simple, et très beau, ce qui fait que c'est un livre qui est fluide, qui se lit... Mais d'une traite. Hein. D'une traite, c'est comme de l'eau. Je sais pas comment dire, c'est très aquatique un peu. On ressent vraiment justement le côté aquatique, même dans l'écriture, moi je trouve. J'ai beaucoup aimé aussi dans son écriture le fait qu'il suggère beaucoup de choses. Il ne perd pas de temps et ça ne donne pas un côté mou, ce manque, j'allais dire ce manque de description vraiment lourde de ce qui se passe. Il y a dans cette simplicité, dans cette légèreté d'écriture, il y a une grande part de suggestion que j'ai beaucoup aimé, qui nous laisse justement, à chacun de nous imaginer ces moments qu'il a face à la mer, face aux rencontres animales, et justement qui donne cette impression de grandeur, parce que tout ça est tellement énorme. J'ai vraiment senti le poids de la mer, comme exactement cette impression que j'ai lorsque je nage vraiment loin de la côte et que je me retourne et que je me sens minuscule. Ou quand je suis par exemple face à un barrage, ça me le fait beaucoup, je me sens comme un peu étouffé comme ça par la grandeur de ce qu'il y a autour de moi, parce que le barrage, il est là, et puis en général, il y a des énormes rochers autour, il y a des collines qui le maintiennent, il y a des fois des montagnes, et bah la mer, ça me fait ce même effet quand je me retrouve dans cette étendue d'eau. Et bah là, je l'ai ressenti. Dans ce texte, lui, il est là pour nous rassurer avec sa barque, mais sinon, s'il n'était pas là, on serait vraiment... j'aurais été apeuré, quoi. Si d'un coup, le vieil homme partait avec sa barque, je me serais senti nu et le livre m'aurait presque donné de l'angoisse. Mais il est tellement, lui, honnête et dans la recherche d'humilité avec toutes ses rencontres et animal, je le dis encore une fois, et tout ce qu'il vit sur un peu comme ce dernier voyage quoi, qu'il entreprend, et ben c'est immense, c'est immense de simplicité. Et il y a un truc qui est assez particulier, c'est effectivement, il y a beaucoup de place à l'imagination, mais en même temps, il y a de la description. C'est un peu contradictoire de dire cela, mais je vois ce que tu veux dire, effectivement. Beaucoup de place à l'imagination, mais aussi des descriptions. Ah oui. Moi, j'aime bien, il parle beaucoup de la relation entre les animaux, entre eux. Comment une fois il avait pêché un espadon, comment c'était une femelle, comment les 2 autres espadons ont tourné autour de la femelle par amour et que ça lui avait fendu le cœur. Donc vous voyez, c'est à la fois descriptif et très imagé. Ça c'est magnifique, comme tu parles de ce passage là, c'est assez intense et ça peut nous donner cette idée, comme tu viens de dire, la description de son univers et de ce qu'il vit se fait par ses réflexions qu'il a avec lui-même et avec les dialogues qu'il entreprend avec les animaux. Et là, ce que tu es en train de dire sur ce passage que j'ai trouvé un peu de la fidélité animale, on va dire, je vais en lire juste un tout petit extrait, si ça ne vous ennuie pas. Je t'en prie. Il se souvint d'un couple de marlins dont il avait attrapé la femelle. Les mâles laissent toujours les femelles manger d'abord. Quand cette femelle-là s'était sentie ferrée, elle s'était débattue d'une manière si folle, si épouvantée, si désespérée, qu'elle avait bientôt perdu ses forces. Tout le temps de la lutte, le mâle était resté à ses côtés, croisant et recroisant la ligne, tournoyant en même temps qu'elle à la surface. Il nageait si près que le vieux craignait qu'il ne coupât la ligne avec sa queue. La queue des marlins est coupante comme une faux. D'ailleurs, elle ressemble à une faux par la taille et par la forme. Le vieux avait amené la femelle à la gaffe et l'avait assommée à coups de gourdin en se cramponnant à son bec, qui était long comme une épée et rugueux comme du papier de verre. Donc ça, c'est un souvenir du vieil homme. C'est à la fois plein de descriptions et très imagé à la fois. Ça laisse beaucoup de place à l'imagination. Et autre chose intéressante dans le style, c'est que c'est un bouquin qui est beaucoup constitué de monologues aussi, de monologues intérieurs, de réflexions du vieux, et qui sont très, très poétiques. Oui, énormément. Ouais. Et ces réflexions, c'est elle qui amène
les thèmes du film au final. Et du film, Du excusez-moi, livre. du livre. C'est vrai qu'on a l'impression d'être plongé dans un film. Et aussi, c'est comme on disait, on a vu le film d'animation L'animé, ouais, il y a 30 minutes. Mais c'est les thèmes de l'œuvre passent beaucoup par ces dialogues-là, en plus des actions et du décor. Et un des thèmes principaux, c'est la place de l'homme vis-à-vis de la nature. C'est vrai. Ce livre est vraiment intéressant, et c'est là où il y a une réflexion un petit peu plus philosophique, poétique, c'est qu'il essaye de montrer quelle est la juste place de l'homme vis-à-vis de la nature. La nature, vous l'avez certainement remarqué aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui la considèrent comme quelque chose de bien en soi, que c'est un ami, que c'est quelque chose de positif et de toujours vertueux et de toujours... Comme si du la bien, c'est le bien nature absolu. allait dans notre sens. Voilà. Comme si c'était un cocon qui nous portait. Mais en faisant ça, et c'est notamment beaucoup les véganes, certains écolos qui ont une vision idéalisée de la nature. Sans aller même dans l'extrémiste des véganes, comme tu dis, l'écolo de base. Mais après je prends les véganes, c'est qu'ils sont caricaturaux, c'est bien passé l'idée, c'est pour ça que je prends leur exemple. Ouais. Et il y a aussi, alors ça a un peu disparu, quoique, il y a aussi les gens qui pendant très longtemps ont considéré la nature comme un ennemi. Faut savoir que oui, à détruire, tu veux dire à la détruire, à la domestiquer, à la maîtriser. Ça, c'était le vieil esprit industrieux des occidentaux qui ont beaucoup déboisé, qui voulaient dominer le monde. Ouais, là, dominer la nature pour s'extraire, c'est ne plus lui laisser de place en fait. C'est la maîtriser comme un chien. Et ça c'est pas bon. Et le vieil homme, lui, nous montre que nous sommes dans la nature, on fait partie d'elle. C'est ni notre ami, ni notre ennemi. Elle peut être des fois douce avec nous, mais elle peut être cruelle et impitoyable. Et c'est ce que montre ce livre. La nature, c'est elle qui le nourrit, et c'est elle qui le fait souffrir à travers cette lutte de 2-3 jours contre le poisson. Vas-y, Ray. Je dirais même que, en fait, je pense à cette scène où le vieil homme voit le goéland ou l'oiseau d'un coup plonger. C'est qu'en fait, au final, la nature, on apprend d'elle, on l'apprivoise, la nature, en fait. C'est dans ce sens-là, en fait. On fait partie des éléments de la nature et on fait partie de l'équilibre, en fait. C'est un échange, tu veux dire. Voilà, on l'apprivoise, on apprend et le vieil homme, il se dit, bah tiens, si cet oiseau plonge là, le poisson est dans cette zone. Oui. C'est un véritable apprentissage, en fait. Et c'est un apprentissage, et c'est une vraie connaissance de la nature. C'est justement des gens les gens qui ont cette position très sage vis-à-vis de la nature, c'est ceux qui la connaissent le mieux. C'est pas les urbains, comme les véganes, qui la connaissent pas et qui du coup l'idéalisent. Moi, ça me fait penser un peu aux chasseurs, vous voyez, que nous avons dans nos provinces, qui connaissent justement leur forêt, qui l'entretiennent, qui chassent les sangliers et d'autres animaux. Et qui sont persécutés, méprisés par les véganes. Parce que nous avons aujourd'hui une énorme caricature du chasseur pour justement les gens qui sont loin de ce qui est vraiment la chasse, qui à la base est un apprentissage et une connaissance de la nature qui nous entoure. Une vie en communion avec elle. Et bien sûr la régulation de celle-ci, parce que sinon on n'irait pas chasser, sinon on irait juste se balader et faire connaissance. Mais le chasseur a ce rôle qui est avant tout de réguler. Et pourquoi réguler? C'est pas juste par un plaisir cruel d'aller faire des massacres, c'est pour justement que tous les autres animaux aient la place par rapport à ceux qui vont trop proliférer et que les agriculteurs par exemple n'aient pas leurs champs dévastés et ainsi de suite. Il faut bien savoir aussi que c'est les chasseurs, avec leur cotisation annuelle à la chasse, qui monte à plus de 200 € pour pouvoir chasser, payent en fait tous les dégâts matériels que fait le gibier sur tout ce qui est, on va dire, récolte, sur tout ce qui est aménagement urbain, civil, etc. Et c'est les chasseurs, en cotisant tous les ans leur droit de chasse, qui payent ça. Voilà, donc ça, il faut bien le savoir, et c'est très important de comprendre qu'un chasseur est beaucoup plus utile à la nature elle-même, même
Prenons le cas de la tourterelle, par exemple. Et ben, pour que la tourterelle puisse s'épanouir, il faut réguler un certain nombre de pies. Parce que la pie va, par exemple, venir manger dans le nid les œufs de la tourterelle, etc., etc. Oui, ça contribue à l'équilibre naturel des forêts. Complètement. Et, et voilà, il ne faut pas se laisser avoir un peu par la propagande qui est actuellement. Il y a une vraie... On ne défend pas la chasse. Oui, en soi. Absolument. On essaie c'est de juste qu'on vous dit, oui. c'est qu'il y a une noblesse dans la chasse, une vraie noblesse qui existe. Et comme il y a dans la pêche, comme il y a dans l'homme qui va vers la nature et qui est dans la nature, et c'est un des sujets de ce livre. Et donc moi, l'extrait que j'avais envie de vous lire, ça parle justement de la place de l'homme vis-à-vis de la nature. Vas-y, Lino. Il appelait l'océan la mare, qui est le nom que les gens lui donnent en espagnol quand ils l'aiment. On le couvre aussi d'injures parfois, mais cela est toujours mis au féminin, comme s'il s'agissait d'une femme. Quelques pêcheurs parmi les plus jeunes, ceux qui emploient des bouées en guise de flotteurs pour leurs lignes et qui ont des bateaux à moteur, achetés à l'époque où les foies de requins se vendaient très cher. Ils partent de l'océan en disant « El mar », qui est masculin. Ils en font un adversaire, un lieu, même un ennemi. Mais pour le vieux, l'océan c'était toujours la mare, quelque chose qui dispense, où on refuse de grande ferveur. Et si la mare se conduit comme une folle ou comme une mégère, c'est parce qu'elle ne peut pas faire autrement. La lune la tourne-boule comme une femme. Il y a ceux qui exploitent la mer, qui la pillent, voilà, c'est cet esprit industrieux, cet esprit dominateur et injuste de l'homme. Et c'est ceux qui l'appellent El Mar, et le vieil homme, non, il la respecte comme il respecterait sa femme. El Mar. La Mar. La Mar. Il l'épouse carrément, et quand il va sur elle, il est même dans son embarcation, cette barque qu'il utilise. Elle est de tout ce qu'il y a plus humble et noble, il prend le strict minimum, il va pas surpêcher, il est vraiment dans une espèce d'équilibre. Et c'est tellement un équilibre, et la nature fait tellement partie de lui que le poisson qu'il pêche, il l'appelle mon frère. Ah oui. Ça c'est très récurrent dans le bouquin. Le poisson c'est son frère, il dit qu'il est même meilleur que lui ce n'est qu'un vieil homme, qu'il n'a pas tellement de légitimité à faire ça, mais que voilà, c'est sa destinée d'homme d'aller pêcher le poisson, alors il le fait. Si je peux me permettre juste de lire quelques lignes sur l'humilité justement qu'il a et qu'il nous transmet face à la nature. Page 7. Quand le vieil homme avait-il atteint l'humilité? Il était bien trop simple pour le démêler. Mais il savait qu'il l'avait atteinte. Il savait que ce n'était pas honteux. Sa vraie fierté, il ne l'avait nullement perdue. Donc là, il est... lui-même, il se rend compte où est-ce qu'il en est dans sa vie face à ce qu'il fait, face à son travail. Et il se voit de la juste manière pour pouvoir retourner sur la mer comme il se doit, avec tout le respect qu'il envers elle, quoi. Et c'est justement aussi un bouquin qui parle de la signifiance de l'homme face à la nature. Oui. Et même la nature, on pourrait dire le divin aussi, d'une certaine manière, on peut l'interpréter comme ça. Ce vieil homme, on ne sait pas à quel âge il a, 60, 50, 70 ans, qui part tout seul avec sa petite barque et sa petite ficelle affronter un espadon géant. C'est très beau, c'est très romantique comme histoire, comme démarche. C'est vraiment l'insignifiance de l'homme face à la nature, à la grandeur de la nature et sa beauté, tout simplement. Il y a aussi un petit affrontement quelque part, c'est l'homme moderne aussi, face à l'homme à l'ancienne. Lui, dans l'extrait que j'ai lu, il parle de ceux qui partent avec des bateaux à moteur. Oui. Lui, il a juste un bateau à voile, voilà, à l'ancienne, dans le respect de la nature, sans l'agresser, sans la troubler avec le bruit des moteurs, l'essence. Il est presque là en train de nous dire que lui ne le triche pas. C'est un combat à la loyale, à l'ancienne, avec les valeurs. Tu veux lire ton extrait ?
Pareil. Pas encore? Si, je vais lire mon extrait. C'est par rapport, moi, ce que j'ai aimé dans le livre, ouais, c'est effectivement la relation de respect entre l'homme et la bête, quoi. L'homme et le poisson. Donc là, j'avais un petit extrait ici. À toi, Ray. Moitié de poisson, dit-il, poisson que tu étais, écoute, je regrette bien d'aller si loin. Ça nous a perdus tous les deux, mais on a tué des tas de requins, toi et moi. Et assaisonné pas mal d'autres. Combien t'en avais tué, toi, mon petit vieux? Cette épée-là, que t'as sur le museau, tu l'as pas pour des prunes, hein? Il était doux de penser aux poissons et à ce qu'il avait pu faire aux requins quand il nageait librement. J'aurais dû lui couper son épée et leur taper dessus. Avec, pensa-t-il. Donc, bah voilà, oui, je trouvais cet extrait pas mal parce que il y avait la relation avec le poisson et puis bah il a ce regret aussi bah, de l'avoir traqué, de l'avoir tué et puis il l'embarque effectivement sur ce bateau et puis ben il a le regret aussi de pas avoir su le protéger en fait. Voilà, alors Il a l'impression de le gâcher. Faut qu'on explique puisque bon là ça on prend dans la partie spoil. Le vieil homme au bout de 3 jours et 2 nuits arrive à pêcher le poisson. Ouais. Et donc il le tue d'un coup de harpon dans le cœur. Et le problème, c'est que le poisson est tellement grand, immense. il est plus grand que son bateau. Donc comme il est plus grand que son bateau, il ne peut pas le rentrer dans son bateau, vous comprenez bien. Du coup, il est obligé de l'attacher contre le côté de son bateau et de le ramener à la voile. Sauf que le souci, c'est que... Il est exposé à tous les dangers. Il est exposé à tous les dangers, que le poisson étant mort, il charrie du sang. Ouais. Et cela ramène des requins. Et donc les requins... Tout au long du retour du vieil homme, qui, je le rappelle, n'a pas pêché depuis 84 jours, a vraiment besoin de ce poisson pour vivre, tout au long de son retour, il va voir son poisson son frère se faire dévorer par les requins. Et déjà qu'il regrettait de l'avoir tué, ça lui a fait mal, parce que il respectait son adversaire, c'était un combat à la loyale. Déjà que ça lui faisait mal de l'avoir tué, ça lui fait d'autant plus mal de le voir se faire bouffer et déchiqueter par les requins, par les charognards. Par les charognards, voilà, qui eux n'y vont pas à la loyale. Et donc le vieil homme se bat comme un bougre pour essayer de sauver son poisson. Il les attaque à coups de harpon, mais il perd le harpon. Après il attache son couteau à sa rame, il essaye de les poignarder, le couteau casse. Il les tape dessus avec la rame casse. Alors après il prend le gouvernail, il leur tape dessus, le gouvernail casse. C'est the Old Man vs Wild. C'est ça. D'un coup. Et donc voilà, pour arriver au bout de l'histoire, le vieil homme revient... à son port d'attache et l'espadon n'est plus, il ne reste plus rien de l'espadon, il ne reste que la queue, la tête et l'arête dorsale. Et c'est là où on va rentrer dans la partie, dans le deuxième thème qui est les valeurs. C'est que il n'a rien gagné matériellement, ce vieil homme, en revenant avec ce poisson. Il ne sera pas plus riche puisqu'il ne pourra pas vendre la nourriture qu'il aurait dû sortir de ce poisson. Oui. Il n'a rien en tiré. Mais par contre, le vieil homme a gagné le respect. Tous les pêcheurs qui le méprisaient, puisqu'il n'était plus capable, il n'arrivait plus à pêcher depuis 84 jours, tout le monde qui le pensait trop vieux et inutile, et ben en voyant ce poisson phénoménal, qu'ils n'ont jamais vu de poisson si gros, jamais. Et quand ils voient que c'est ce vieil homme qui l'a ramené, et ben qui a réussi à l'attraper et à le ramener, il a retrouvé le respect de sa communauté. Et voilà, donc ça ils sont tous subjugués, quoi. Personne n'arrive à y croire. Et ils ont de la pitié pour le vieil homme, ils savent que c'est dur et... Malgré qu'il n'y ait plus de chair, qu'il n'y ait rien à vendre, le respect est encore plus grand pour tout le combat qu'il vient d'accomplir, quoi. Pour le courage et... vraiment le courage qu'il a eu de retourner pour la 84e fois à la mer, en sachant que pour lui en ce moment c'était guignard, quoi, que même lui sentait en fait qu'il ne se passerait plus rien, et j'avais même l'impression que c'est pour ça qu'il y retourne même. C'est comme si c'était pour se prouver
jusqu'où est-ce qu'il pouvait encore aller, j'ai l'impression. Et ça tombe là, ce jour-là, 84e jour où ça tombe et le destin l'emporte une dernière fois, quoi. Moi j'ai... Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai l'impression. Moi j'aurais plutôt vu ça du fait que il y va parce qu'il ne sait faire que ça, Ah oui, qu'il aime de toute façon la nature et que voilà, c'est comme ça, c'est sa raison d'être, c'est comme ça que s'exprime sa volonté de puissance, c'est comme ça qu'il vit. Oui, c'est vrai, mais tu sais ce qui me fait dire ça? C'est le fait qu'il compte justement les jours. Il les comptabilise vraiment, tu sais. Il est en rentré souffre, dans, c'est sûr. Il est rentré dans quelque chose comme ça, un peu comme là l'extrait que j'ai lu où il parle du fait qu'il se rend totalement compte de son état de vieillesse, où est-ce qu'il en est dans sa vie. Oui, voilà, c'est un bouquin qui est très mélancolique. Ouais. C'est sur l'histoire, c'est un vieil homme, donc ça parle beaucoup voilà, du passé, de ses souvenirs. Il rêve beaucoup des lions qu'il avait vus sur les plages d'Afrique quand il avait 5 ans. À fond. Quand il était petit moussaillon sur le bateau. Ça revient beaucoup, oui. Ça revient beaucoup. Ouais, c'est un peu comme si il y a cet aspect où il revoit sa vie à chaque moment. Les plus beaux moments, que ce soit dans le rêve ou en vrai, parce qu'il c'est des moments où pendant le voyage il déraille quasiment, où il en est à même se dire oh t'es en train de perdre les pédales. Oui, ça fait 2 jours qu'il se bat, il a la main qui est ouverte, pleine de sang, il y a le soleil qui lui tape dessus, il n'y a pas beaucoup d'eau, il mange pas beaucoup, là, il est en détresse et il revoit effectivement, il médite sur sa vie, il revoit ses souvenirs. C'est ça qui me fait un peu dire qu'il y a cet aspect que chaque jour il a l'impression de l'accomplir comme le dernier combat là. Ah oui, à la fin il est au bout du rouleau à la fin. Quand il arrive enfin à attraper le poisson, c'est vraiment bien écrit, tu sens qu'il est sous le point de... il n'en peut plus, de craquer. De trépasser. Parce qu'il lui demande aussi au poisson, est-ce que tu veux me tuer là? Il faut que je me le fasse comprendre, hein, ou est-ce que c'est moi qui vais t'avoir? Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, il faut que tu me le dises, quoi. Parce que lui aussi se pose cette question, est-ce que je suis prêt vraiment à assumer la chose jusqu'au bout? Moi je l'ai senti comme ça à un moment donné, lorsqu'il est en train de demander au poisson est-ce que tu veux ma mort, c'est un peu comme s'il se demandait à lui-même suis-je capable de rentrer à la maison avec ce que j'ai sur le côté là, avec ce que je viens de pêcher, tu vois. Et justement toute cette histoire, tout ce respect, c'est un peu la morale de ce livre, c'est que en fait voilà, le vieil homme revient sans un sou, il n'a pas plus d'argent, mais il a gagné le respect et ça permet de fait que le petit garçon revienne pêcher avec lui. Oui. Parce qu'il a regagné le respect de sa communauté. Et du coup, ça montre que dans la vie, justement, il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi des valeurs supérieures, le respect, le courage, l'engagement. L'amour, l'amitié. L'amour, l'amitié, et que quand on est un homme, on n'est pas obligé de tout le temps se faire payer en argent, on peut se faire payer en respect, en valeur. Et aussi, je voudrais rajouter, il y a la valeur de la transmission, ce qu'il a transmis au petit Manolin. Oui, c'est très beau ça. C'est vraiment ce qui les relie, parce que ce petit est toujours en demande d'en apprendre encore plus. Il lui dit, malgré tout ce qui se dit sur toi, en gros, bah toi t'es mon mentor. T'es mon sensei. Voilà, c'est ça, c'est le sensei, oui. Et puis ils ont beaucoup de moments de complicité où le petit prend énormément soin de Santiago. Oui. Et il lui ramène à manger, du café. Il le berce presque. Ouais. Et puis il vient non, c'est lui qui vient le réveiller le matin. Il vient réveiller le petit le matin en échange quand lui se lève aux aurores, etc. Il y a un vrai échange comme ça où il y a eu cette transmission, quoi. Il y a eu ça et qui les lie pour la vie. C'est comme les liens du sang presque. Ce qu'ils vivent, c'est familial. C'est plus fort que le lien du sang parce que eux ils l'ont choisi. Oui, voilà. Ouais. Et autre point intéressant que j'ai noté, c'est la modestie. Le vieil homme, justement, au niveau des valeurs, la modestie, le vieil homme connaît sa juste place dans la nature. Complètement. Et il le dit, par exemple, que le poisson, il est meilleur que lui, que nous. Donc voilà, l'humilité, la persévérance, c'est des très 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 belles valeurs. Et donc ce bouquin, ça parle d'un combat pour la vie, d'un combat pour l'amour. Et c'est ça.
Voilà, moi c'est ce que j'ai retenu de ce bouquin. Vous avez d'autres choses à ajouter? Si vous me permettez, j'aimerais bien lire un extrait que j'ai choisi, malgré que j'en ai lu d'autres, mais c'était pour illustrer ce qu'on disait. Alors, c'est tac, page 54. Moi j'ai l'édition Folio plus collège. Voilà, moi c'est pas la même. Et moi j'ai l'édition Folio Junior. Alors à vous de choisir. Alors, page 54. Il faisait nuit en septembre, la nuit vient tout de suite après le coucher du soleil. Le vieux s'appuya contre le bois usé du plat-bord et se reposa un bon coup. Les premières étoiles se montraient. Il ne connaissait pas le nom de Régel, mais il la voyait et savait que bientôt toutes ses amies lointaines parsemeraient le ciel. « Le poisson aussi est mon ami, dit-il, tout haut. J'ai jamais vu un poisson pareil, j'ai jamais entendu parler d'un poisson comme ça. Pourtant, faut que je le tue. Heureusement qu'on n'est pas obligé de tuer les étoiles. Une supposition que tous les jours, un homme devrait essayer de tuer la lune, pensa-t-il. Bon, la lune se débine. Mais de tuer le soleil, on a encore de la veine d'être comme on est, pensa-t-il. Il se sentit alors tout triste à l'idée que son grand poisson n'avait rien à manger. Sa volonté de le tuer ne s'en trouva d'ailleurs pas diminuée le moins du monde. Combien de gens pourront se nourrir là-dessus, se demanda-t-il. Mais est-ce que les gens méritent de le manger? Non, bien sûr, il n'y a personne qui mérite de le manger. Dignes et courageux comme il est, ce poisson-là. Je comprends pas bien tout ça, pensa-t-il. Mais c'est encore heureux qu'on ne soit pas obligé de faire la chasse au soleil, à la lune ou aux étoiles. On a assez de mal comme ça, à vivre sur la mer et à tuer nos frères les poissons. Cette comparaison est vraiment là, c'est toute sa philosophie. Ça refait bien le bouquin, oui. Ah oui, c'est le monologue intérieur, voilà, qui développe toutes ses valeurs et... Quand j'ai lu ça, comme c'est modestie. Ouais, c'est vraiment le résumé de toute cette pensée, il va jusqu'au bout, où toute sa vie n'est vouée qu'à ça. Tous les matins, il se pose pas la question, il y va. Et les seuls moments où il réfléchit, c'est quand il est vraiment dans cette douleur, quoi. Où le corps est à bout, où le mental a besoin de regarder vers le soleil, vers les étoiles, vers le ciel, pour le dépasser. Et c'est comme ça que lui se donne de l'énergie en se sentant vraiment à sa juste valeur. Et comme on l'est tous, tout petits, quoi, au milieu de tout ça, de toute cette nature entre ciel et terre, nous ne sommes rien, mais pourtant, ne nous rabaissons pas. Parce que nous sommes les seuls, quand même, êtres vivants, à désigner ce qui est beau. C'est ça que je voudrais rappeler aussi. Et on n'a pas à se rabaisser, puisque on est à la place que la nature nous a donnée. Oui, c'est ça. Chacun à sa juste place. Et c'est ça l'équilibre, et c'est ça la durabilité et la beauté de ce monde. Partez pas dans des délires à penser que la nature c'est votre ennemi ou votre ami. C'est ça. Soyez la nature à votre juste place, avec modestie, comme le fait le vieil homme. Et je voudrais encore vous le répéter encore une fois, que nous sommes, et prenez-le bien en compte, la seule espèce vivante à pouvoir désigner le beau, à pouvoir se rendre compte et à désigner des couleurs, à pouvoir s'émerveiller et créer à partir d'une odeur. Nous sommes les seuls à dépasser l'instinct et à le maîtriser. Voilà. Donc alors, chacun fait sa petite conclusion. Vas-y, Rai. Rai, je t'en prie. Je vais un petit peu me répéter, voilà, un livre court, un livre simple, un livre qui va à l'essentiel, un livre qui décrit la beauté de la nature, des éléments de la mer et des poissons. Il y a même les détails. Si vous connaissez pas un peu le nautisme aussi, il y a les détails du bateau aussi. Ouais, carrément. La gaffe, le gouvernail. Et c'est ça aussi qui est bien. Là, je
je regarde les petits livres, les petits livres d'école, c'est qu'il y avait aussi les petites définitions aussi quand on connaissait pas les mots comme. Oui, un petit dossier à la fin, ouais. C'est vrai qu'un petit le dossier. gouvernail, donc c'est assez intéressant. Si peut-être vous, chers auditeurs, si vous voulez vous intéresser peut-être au nautisme ou au milieu du bateau, ou qui plus est, si ce livre vous a donné envie d'aller sur un bateau, d'aller à la mer, quoi, à la rencontre de cet élément qui est si vaste et si mystérieux à la fois, quoi. Et puis j'avais vu, par rapport à la mer, j'avais vu que les scientifiques, ils ont même pas exploré tout à 100% les fonds de l'océan, quoi. Ils ont exploré qu'une extrême minorité. Donc la mer, mais c'est l'ordre de 5-10%, pas plus. C'est ça, voilà, et voilà, c'est vraiment cet océan, cette mer a toujours au final fasciné les hommes, quoi. C'est comme le ciel, ça a toujours fasciné les hommes. C'est les deux extrémités, quoi. C'est ça, exactement, quoi. Qui nous supportent. Donc, je me répéterai encore, allez-y, belle découverte, faites-le en livre ou carrément comme moi en livre audio aussi, c'est tout à fait, c'est très bien. Et même le film d'animation voilà, aussi. Le film d'animation est très bien de Alexandre Petrov. Voilà, vous pouvez retrouver ça sur YouTube, hein. Contenu gratuit, pas un centime, quoi. Allez-y. Et le livre, il doit coûter même pas 7 €, enfin 3 €, je sais même pas, où il y a des bibliothèques. En parlant de problèmes pécuniers, je suis allé à la bibliothèque et j'ai infinité de livres pour une vingtaine d'euros par an. Oui, voilà. Et oui, j'ai découvert la bibliothèque. Et alors ? C'est quoi le problème ? Quand j'étais plus jeune, je n'y allais pas, maintenant j'y vais. Voilà. C'est très bien. Et donc, Lino, une conclusion pour toi ? Donc ma conclusion à moi, c'est effectivement, moi je vous encourage vivement à lire ce livre, même si vous avez des problèmes de lecture. C'est un livre facile à lire, qui est très plaisant, et c'est un livre qui se lit, qui se vit. Vraiment, c'est une belle expérience. Si vous avez un peu de mal, c'est parfait pour vous lancer, et c'est un livre qui est vraiment porteur d'un beau message et de belles valeurs d'humilité, et c'est ça que on oublie trop souvent, voilà, dans notre époque un peu sinistre, un peu tragique, avec tout ce qui se passe, voilà, égocentrique, voilà, l'égocentrisme ambiant, l'individualisme, même les choses plus terre à terre comme les pandémies, ce genre de choses. Et ben ce bouquin, voilà, vous donnera des choses au cœur pour vivre avec tout ça, pour avoir de belles valeurs qui vous porteront dans la vie, voilà. Et on a trop souvent tendance à oublier, voilà, ces choses simples, l'humilité, la modestie, le combat, la persévérance, le courage, mais c'est pourtant des choses essentielles, voilà, qui encore une fois on oublie trop souvent. Et c'est ça aussi, être un homme, c'est porter ces valeurs-là et les avoir au cœur. Et c'est en partie ce qu'on essaye modestement de vous transmettre, c'est-à-dire vous montrer des œuvres qui sont porteurs de ces choses-là et ces choses positives. Des fois, on fait des œuvres un peu noires, comme par exemple Guérilla, mais c'est des œuvres qui sont intéressantes parce qu'elles traduisent, elles montrent le monde dans lequel on est, mais il faut savoir aussi construire, montrer du positif. Et via des œuvres comme Le Vieil Homme et la Mer, c'est ce qu'on fait, et c'est tout aussi important, voire peut-être même plus important, et c'est ce que les gens ont tendance à oublier, à ne pas faire sur YouTube, dans leurs critiques, dans leurs analyses, et c'est ce qu'on essaye de vous proposer. Le Vieil Homme et la Mer d'Ernest Hemingway nous apprend à prendre le temps. À prendre le temps de faire les choses comme il se doit, et de ne pas avoir peur du temps qui passe. Et c'est très important d'accepter ce temps qui passe, parce qu'aujourd'hui, il a l'air tellement rapide, les rapports sont tellement speed, tout doit se faire très très vite, alors que là, nous sommes dans un rythme tellement autre, tellement plus en adéquation avec la vie, et qui nous mène justement à des résultats beaucoup plus majestueux et nobles, j'ai l'impression.
Et c'est ça que ça m'a donné, ça m'a donné une espèce de réconfort où ça m'a fait du bien parce que voilà, ça m'a donné cette assurance de prendre le temps. Le rythme de la nature, quoi. Ouais, C'est-à-dire... ça montre que cette nature éternelle, ben, elle existe toujours, elle existera toujours. Peut-être que nous, dans notre bulle industrielle, on l'oublie, mais ce livre nous rappelle qu'elle est là, qu'elle existe, qu'elle nous entoure et qu'il ne tient qu'à nous de s'en rapprocher d'elle en faisant des treks, en allant pêcher, en partant dans la montagne, ou peut-être même en choisissant une mode de vie plus tranquille, à la province, à la campagne, par exemple. Ne serait-ce, alors ça peut paraître un peu niais ce que je vais dire, mais ne serait-ce que de plonger les mains dans la terre, sauter dans un étang, aller se balader sous la pluie, bah, c'est regoûter à la nature. Marcher. Voilà, marcher, faire... Et puis, si je me dis que je vais aller marcher ou faire le trek, bah, j'ai pas besoin, comme on me le raconte dans Survivalisme Magazine, ou je ne sais quoi, prendre mon sac à dos, avoir les boots qu'il faut et tout, bah, je mets la première paire de baskets qui traîne, je mets un t-shirt, s'il pleut, j'ai un kawaii, je prends ma petite gourde d'eau, et puis je sors... dès qu'il fait bon, dès que je me sens bien, et puis je rentre dès que je vois que ça va se couvrir et que le soleil va se coucher. Il n'y a pas besoin de se dire à chaque fois, bah tiens, je vais faire des expéditions de malades, et en fait, ça nous permet, quoi ? De procrastiner le truc et de ne jamais faire. Parce qu'on est toujours enfermé aujourd'hui, on vient nous dire, ah, faites ça, mais alors pour faire cette activité, il va te falloir ce genre de chaussures, et ce genre de pantalon, parce que dans ton pantalon, il va falloir que t'aies ta lampe torche, il va falloir que t'aies ta trousse à outils, et il va falloir que t'aies... Mais non. T'as tout ce qu'il faut. Tu as tes jambes, tu as ta volonté, tu as tes yeux, tu as ton nez, tu as tes oreilles, tu as tes yeux pour observer, pour aimer. Ouais, tes sens, quoi. Tu as tes sens. Tes sens, c'est ça, nos premiers outils, et tes premiers outils, c'est ça. Et c'est rien d'autre. Après, et le 6e sens, je dirais, et que l'on a tous, en fait, et bah c'est le bon sens. Okay. Donc vous l'avez compris, lisez Le vieil homme et la mer. Exactement, sur ça on est d'accord. Bon, je vous dis au revoir, et à bientôt. J'espère que cette émission vous a plu. Ciao. N'oubliez pas de partager, abonnez-vous, laissez des commentaires. C'était Les Ardosiens, rendez-vous au prochain épisode.